Bonjour, bonsoir mes chers fidèles d'À Contretemps. Bonjour, bien-aimée équipe, Daniel, Bonjour et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent. Emmanuel, Bonjour Gérard, qui était resté absent longtemps. très longtemps. Ouais. C'était un reproche, hein, tu as réalisé ça. Frédéric, Buenos días. c'est très bien. Bien, Maestro Christian, je me présente tout seul. vas-y, comme Petit je clin d'œil à Jean-Philippe Martelly. Oui. Je l'ai eu cette semaine. Il m'a rappelé tout de suite. Et il m'a dit, Christian, on m'a regardé les autres. Ça va faire un plaisir. Donc, il est en Guadeloupe en convalescence. Puis pour Tchébéré, nous aimons. Et puis merci pour tout son porté à nous. Il va mieux, il va mieux. Il va mieux, absolument. Super. Ah, Ouais, et il compose, voilà. C'est vraiment une bonbonne, quelque Ouais. chose de positif. Il m'a été rapporté que vous êtes très intelligents, tous, que vous êtes de plus en plus à l'aise, que moi aussi je suis de plus en plus à l'aise, et que vous travaillez beaucoup pour avoir ce résultat. On confirme. Travaillez beaucoup. Trop. Et on vous incite à continuer et même à progresser. Il y a encore de la marge. On se comprend. Actualité. Jingle. Alors, l'Assemblée de Martinique a émis un avis négatif sur le projet de loi du gouvernement. On va en parler beaucoup parce que c'est très important. Réunie en séance plénière le 24 juin 2025, l'Assemblée de Martinique, la CTM, l'Assemblée de la CTM, a rendu un avis défavorable sur le projet de loi du gouvernement, le projet de loi de M. Valls, visant à lutter contre la vie chère dans les DOM. Les élus estiment qu'il présente d'importantes lacunes qu'Emmanuel Reynal va nous décrire. Oui, alors, vous vous souvenez, c'est un projet de loi qui est censé prolonger les travaux qui avaient été menés au dernier trimestre 2024 avec un certain nombre d'axes qui avaient été imaginés par tous ceux qui avaient participé au débat. Et pour faire très simple, il y avait dans les débats l'idée de faire un effort particulier sur un certain nombre de produits, donc 6000 produits en l'occurrence, qui sont les produits de première nécessité, en obtenant la contribution de chacun, c'est-à-dire la collectivité, l'État, les distributeurs, les transporteurs, etc., de manière à baisser le coût de ces 6000 produits. Et puis d'obtenir de l'État une contribution spéciale pour compenser ce qui est la vraie raison des prix chers dans les territoires insulaires, c'est-à-dire les frais logistiques liés à la distance d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle la continuité territoriale. Et donc Manuel Valls, depuis cette période, travaille avec ses équipes à façonner un projet de loi et ce qui en ressort pour l'instant n'est pas exactement ce qui avait été imaginé par ces travaux collectifs. Et c'est à juste titre, l'Assemblée de Martinique estime que, eh bien, il n'est pas au rendez-vous des promesses qui avaient été rendues. Alors, concrètement, l'Assemblée reproche à Manuel Valls de limiter le nombre de produits sur les produits du BQP, le bouclier qualité-prix, et non pas sur les 6000 produits qui avaient été envisagés au départ. Il reproche à Manuel Valls de faire prendre des risques particuliers à l'économie, notamment en autorisant la vente à perte, ce qui peut déséquilibrer les commerces. Et puis, il reproche à Manuel Valls de ne pas actionner des leviers réels, notamment pour booster la production locale, etc., etc. Donc, un certain nombre de reproches qui sont faits. Alors, concrètement, que contient le projet de loi de Manuel Valls? L'encadrement des marges commerciales, ça veut dire que le ministre veut faire en sorte que les commerçants travaillent sous contrainte de marge, avec des marges contraignantes. Deuxièmement, il propose des conférences de prix dans les différents territoires, donc mettre sur la place publique des rendez-vous annuels réguliers pour pouvoir débattre des prix. Et puis de renforcer la transparence sur les circuits d'importation pour isoler tout ce qui pourrait être marge cachée. Et puis enfin, des incitations fiscales pour promouvoir la production locale. Voilà en gros le paquet qui constitue le projet de loi de Manuel Valls. Et quand on regarde tout ça avec un peu de recul, il y a un grand absent, c'est la continuité territoriale, parce que
la réalité, et c'est peut-être le reproche que l'on peut faire au ministre, en tout cas c'est le reproche qui est fondé à lui faire l'Assemblée de Martinique, c'est de dire le seul espace de responsabilité directe pour baisser les prix, c'est l'engagement de l'État qu'il ne prend pas, qui est de baisser les coûts d'approvisionnement des importateurs pour leur permettre de pratiquer des prix équivalents à ceux de l'Hexagone. Et ça, l'État n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas à ce rendez-vous-là. La continuité territoriale, on en a beaucoup parlé, on ne la fait pas. Et après, et donc, tous les observateurs techniques disent si on ne traite pas les prix par la continuité territoriale, on est certain de ne pas faire baisser les prix. On va faire des petits ajustements en mettant la pression sur les acteurs économiques, avec des effets pervers que finalement personne ne veut regarder en face, Bureaucratique et administratif. qui aura pour effet d'affaiblir les acteurs économiques et qui ne seront plus en mesure d'assurer des prix corrects. Parce que il faut considérer que l'économie, c'est un système fragile, vivant, où il faut de la vitalité dans les agents économiques. Et si on les submerge de contraintes, et c'est l'orientation qui est prise, on peut craindre un effet, pour le coup, très négatif, qui est de casser la dynamique économique dans nos territoires, de faire renoncer à nos acteurs économiques d'investir dans notamment des prix plus bas et dans des politiques tarifaires, et donc d'affaiblir ce tissu économique avec des répercussions sur les prix. Et donc voilà, donc je pense que l'alerte que fait l'Assemblée de Martinique, elle est tout à fait fondée, sauf que si j'avais un petit reproche à faire à l'Assemblée de Martinique, c'est qu'elle ne met pas suffisamment la pression au ministre sur la continuité territoriale, puisque c'est vraiment là que doivent se focaliser les efforts. Et je ne parlerai pas non plus de la zone franche sociale, on en a beaucoup parlé, qui est la deuxième piste pour pouvoir donner du pouvoir d'achat aux Martiniquais, aux Guadeloupéens et aux Ultramarins. Parlant de continuité territoriale, ce qui n'est qu'un petit point de la problématique, je crois que les Corses ont obtenu 150 Les Corses ont obtenu dans des proportions. Alors, quand on ramène à l'habitant, la proportion est d'à peu près 6 ou 7 fois plus importante. La contribution de l'État pour la continuité territoriale des Corses est 7 fois plus importante que tout l'outre-mer, que chez nous. Donc, il y a un gap d'injustice pour un territoire, rappelons-le, Corse, qui est quand même très proche du continent, avec des frais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus faibles que pour nous. Et donc là, soit on est français à part entière, soit on est français entièrement à part, mais à un moment donné, il faut que l'État prenne ses responsabilités et nous remette dans le jeu républicain. J'ai un peu l'impression que ces ministres n'ont pas de véritable pouvoir, parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'il faut, au-delà du contrôle de la vérification, des contrôles tatillons, des administrations qui vont se succéder, le contrôle de marge arrière. Ça, c'est cosmétique. De décider de faire de ces territoires des territoires peut-être pas d'abondance, mais au moins d'une certaine je ne peux pas dire ces mots optimistes, mais enfin d'égalité républicaine. Mais oui, simplement. C'est-à-dire que simplement. permettre aux gens de cultiver, donc de ne pas apporter les aides qu'il faut à ce territoire nécessaire, en tenant compte du caractère justement républicain de notre système, parce que tout le monde est égal. Et donc, penser au problème, non pas de souveraineté alimentaire, mais enfin au moins un minimum de production alimentaire, l'aide apportée aux petits agriculteurs, la réforme du POSEI, la territorialisation, comme dit M. Le Chimi, du POSEI et tout ça pour permettre de gérer tout ça, en laissant naturellement l'enveloppe qu'il faut à ce qu'on appelle les monocultures, à la banane, à la canne, c'est évident. On a l'impression qu'ils ne veulent pas réellement que les choses aillent bien. Comme si, en état de sous-économie ou de comptoir de commerce, quoi, la structure ancienne, une sorte de fatalité qui règne sur ces. À moins qu'il n'ait pas de pouvoir face à ce système historique qui est instauré, où on est là pour consommer, on est là pour importer, et on n'est pas là pour avoir des outils adaptés à nos réalités. Voilà. En tous les cas, ce projet de loi ne permettra pas de rompre avec les logiques qui maintiennent les Outre-mer dans une situation de dépendance économique chronique. Je cite M. Letchimy. Frédéric, qu'est-ce que tu veux nous parler de résilience hospitalière en territoire ultramarin? Alors, ça va interpeller Daniel, parce que c'est Rodrigue Alexandre ainsi qu'Emmanuel. Alors, je vous dis ces titres, je cherchais. Hein. Il est directeur d'hôpital, il a fait l'école des hautes études en santé publique, il est directeur du pôle transformation qualité, relations avec les usagers et recherche du CHU.
Martinique actuellement. Il a participé à une table ronde sur la résilience face aux aléas naturels en milieu hospitalier. C'est de ça que va nous parler Frédéric. Oui, pourquoi je dis que ça va interpeller? Excuse-moi. C'est parce qu'il avait fait une conférence pour nous d'un brio, d'un brillant. Vas-y, à toi la parole. Tu as traité le sujet. Pas du tout. Mais c'est une prérogative que j'ai éventuellement. J'adore tes titres. Résilience hospitalière. Dans le domaine hospitalier ultramarin, on connaît notre contexte hospitalier avec des risques sanitaires, des aléas socio-sanitaires, des situations virales qui arrivent partout, mais nous sommes non délocalisables. Donc cette urgence pour l'hôpital de devoir répondre à tous les prérequis, bien évidemment. On connaît la situation que l'auteur décrit très bien de sous-financement de 61 millions d'euros du CHU Guadeloupe et de 168 millions d'euros en Martinique, avec une réforme attendue du coefficient géographique en Île-de-France, pas uniquement en Outre-mer, mais aussi en Île-de-France et en Corse, une pénurie de professionnels. Ça ne relève pas uniquement de la Martinique, hein, en Guadeloupe, à Mayotte, par exemple, on a 3 fois moins de généralistes que ce qui est nécessaire, et puis une augmentation, surtout avec le contexte des évacuations sanitaires. On a des défaillances aussi qu'il décrit avec le shutdown informatique du CHU de la Guadeloupe qui a été assez grave, voire gravissime, puisqu'on parle de vie et de mort. Et puis les inégalités d'accès. Mais il ne faut pas être tout le temps dans le hospital bashing. Il faut aussi dire ce qu'il y a de positif, et il le dit, les innovations avec des structurations de filières de santé, des solutions originales, une expertise qui s'est développée et qui a fait chuter de 30 à 14% les évacuations sanitaires. On peut prendre l'exemple du Nicancer avec, et du partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, et puis le parcours Fresh, qui est très très intéressant, avec cette initiative de profilage génomique, et puis des réussites médicales incontestables. Cocorico au CHU de La Réunion, qui en 2024 a effectué sa première greffe cardiaque, qui est un exemple, vraiment. Donc il faut dire aussi, puis à force de gérer la crise, on devient très bon. Donc la gestion de crise devient notre ADN, et finalement, il faut aussi dire tous ces points positifs. Alors, aujourd'hui, je crois que là où tu voulais nous amener, et je pense que c'est le cas, il y a une nécessaire réforme globale, et pas uniquement en milieu hospitalier ultramarin, de l'hôpital dans l'Hexagone, de l'hôpital dans ses outre-mer. On a parlé et on a adopté un mode de financement hospitalier qui est la tarification à l'activité dans les hôpitaux. Et cette tarification, c'est depuis les années 2000, c'est le fait de tarifer à l'acte dans un hôpital, qu'il soit public ou privé, les différents soins. Alors, ça a permis un certain gain d'efficacité, ça a permis de la transparence budgétaire, de la productivité, de la réactivité, mais ce qu'on voulait pallier, on voulait pallier le manque, enfin, finalement le déficit de la sécurité sociale. C'était ça le grand sujet. Mais cette tarification à l'acte, elle a favorisé beaucoup les actes courts par rapport au parcours de longs soins dans le temps long. Elle a accentué la pression sur les personnels soignants avec le développement d'une course à l'activité. Et puis, elle a généré beaucoup de déséquilibres depuis 2000, des déséquilibres territoriaux avec des petits hôpitaux qui sont vite devenus non viables. Et donc, ça a eu un impact énorme sur la sécurité sociale, avec un gros effet inflationniste sur les dépenses de la santé. Et aujourd'hui, notre situation dans le contexte de l'hôpital, je ne parle bien évidemment pas des médecins libéraux, hein, je parle vraiment de l'hôpital, c'est que nous avons une logique de rentabilité qui n'a pas nécessairement été un mode de financement qui a privilégié l'éthique et aussi l'efficience économique. Et on peut nous comparer aux pays nordiques, de Suède, Norvège, Danemark, où la santé repose sur des financements publics globaux qui sont axés sur la prévention, la qualité des soins et l'équité d'accès, et où la tarification à l'acte les révolte presque. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut une réforme du financement assez profonde qui peut nous permettre, même s'il y a des outils de pilotage intéressants, d'éviter toute dérive marchande de la médecine, et aussi de reprendre de l'efficacité avec un modèle hybride entre prévention et besoin efficace, efficient et tracé du territoire. Très bien. Emmanuel, j'ai un problème. Je t'ai donné un sujet
qui m'a posé le problème suivant. J'ai lu un communiqué du PCE. Le PCE, c'est le président de la collectivité, enfin du conseil exécutif, le PCE. J'ai lu un article de Justin Daniel, j'ai lu dans Justice un article de Branchy, et puis je peux rien dire du compte administratif 2024 de la collectivité. Est-ce que tu veux m'éclairer parce que je suis complètement perdu? Mon Dieu. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit d'ausculter les comptes de la CTM. C'est ce que tu me demandes de faire à Ouais. partir des dernières. Sans préjuger, sans a priori. Ah non, c'est a priori, bien évidemment, factuellement, puisque ça a été présenté, les comptes 2024 ont été présentés avec les chiffres suivants, des recettes qui s'évaluent à 1,407 milliard d'euros. Ouais. Alors, les recettes, c'est quoi? C'est les recettes d'octroi de mer, c'est les dotations d'État, c'est les différentes taxes que perçoit la collectivité, donc c'est ce qui rentre. Et puis des dépenses, ce qui sort, qui sont évaluées à 1,388 milliard d'euros, ce qui dégage un bénéfice, enfin, un résultat. On ne parle pas de bénéfice en matière de collectivité publique, mais un excédent de 2,7 milliards d'euros. Millions. Millions. Oui, 2,7 millions d'euros, bien évidemment. Donc, un petit excédent, donc cocorico, on peut s'en satisfaire. Et ceux qui ont fait l'analyse, donc ceux que tu as cités, ont fait l'analyse de ces chiffres et temporisent un petit peu les choses en dégageant en gros trois grandes idées. Première idée, c'est un excédent qui est constaté mais qui est fragile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dû en réalité à une gestion rigoureuse, essentiellement rigoureuse. Il est dû essentiellement par le fait que les dépenses n'ont pas été réalisées. Les dépenses programmées, prévues, n'ont pas été faites. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit d'action dans les dépenses. Alors, on dit que seulement 57% des investissements qui étaient prévus au budget ont été réalisés. Donc il y a un déficit de réalisation des dépenses. Et donc ce qui semble être un excédent, en réalité, est en partie dû à ce qu'on n'a pas fait. Voilà première analyse qui explique la fragilité de ce résultat. Ouais. La deuxième chose qui ressort, c'est que derrière ces chiffres fragiles, il y a quand même une dette qui augmente. Donc la dette de la CTM est en augmentation. Elle enfle 957 millions d'euros de dette. Ramené aux habitants de Martinique, ça fait 2652 euros par habitant, pour vous donner un ordre de grandeur de la dette de la CTM. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est relevé aussi par tous ceux qui ont fait l'analyse de ces comptes, avec un regard peut-être nuancé sur le fait qu'une partie des investissements ont effectivement été mis dans l'économie. On parle de 312 millions d'euros mis dans l'économie, donc c'est plutôt bien. Mais quand on creuse les affectations de ces sommes, on se rend compte que tout ce qui relève des investissements structurants pour le pays, eh bien, n'ont pas été réalisés conformément à la ligne de départ. Par exemple, l'aménagement du territoire, ce n'est que 32% du budget prévu qui a été consommé. Et concernant l'économie même, le développement économique, on ne parle que de 45% des crédits qui ont été réellement utilisés. Donc ça veut dire que le moteur s'est un peu grippé en affectation de la ressource pour dynamiser le système économique. Et puis la troisième idée qui ressort, c'est que compte tenu de ces difficultés financières, il faut bien le dire, la CTM est en difficulté financière, le président a annoncé un plan, alors qu'il appelle un plan d'optimisation de 70 millions d'euros, qui est en réalité un plan d'austérité, il faut dire les choses comme elles sont, pour tenir les comptes sur les exercices à venir. Et donc là, il a raison, parce qu'il faut aussi avoir le courage de dire et d'annoncer des mesures de rigueur, parce que sinon, il ne faut pas laisser filer la dette. Donc aujourd'hui, ça, c'est annoncé, c'est en marche, avec bien évidemment tout ce qu'on peut craindre derrière un plan de rigueur, c'est-à-dire les pressions sociales qui peuvent en découler, les absences de moteurs économiques qui ne vont pas s'allumer du fait de la non-injection, etc. etc. Et donc, d'ailleurs, Justin Daniel a fait toute une analyse sur ça. Il a annoncé plein de préconisations. Ce qui m'a un peu frappé, pour tout vous dire, c'est que dans les préconisations, alors, il y a quelque chose que personne n'ose dire,
c'est quand on rentre dans un traitement rigoureux des comptes, on regarde là où pèsent les comptes, et ils pèsent essentiellement sur les budgets de fonctionnement de la CTM et non pas des budgets d'investissement. Et là, la part du fonctionnement est, alors j'avais noté, c'est 70% du budget total de la CTM concerne le fonctionnement de la CTM. Alors que dans les ratios nationaux, on serait plutôt à 40-50%. Donc il y a une part du fonctionnement qui est quand même très élevée, et qu'effectivement, baisser les frais de fonctionnement, ça voudrait dire en réalité baisser les effectifs. Et ça, on rentre dans un tabou qui ne peut même pas être exprimé sans risquer de se prendre des coups de fusil. Mais à un moment donné, il y a peut-être cette vérité à mettre sur la table. Il faut peut-être réduire la voilure de cette belle machine si on veut passer les années suivantes avec des comptes en équilibre. Mais ça ferait l'objet d'une autre histoire, comme dirait Kipling. Euh, Oui. Juste une précision pour être complet. Dans le montant de l'endettement de la CTM, je pense qu'il faut juste se préciser que c'est un montant cumulé. Oui, Ça- l'endettement par principe, c'est ça, oui. Oui, Oui, non, mais c'est pas C'est le pas un montant, déficit. c'est pas C'est pas un déficit, c'est un endettement. Donc, Oui. voilà, Tu as c'est tout à et fait c'est raison. un endettement qui est pour partie repris de l'ancienne c'est ça, date c'est juste c'est ça. pour- pour 250 Oui. millions d'euros. Oui, oui. C'est la réalité. Parce La que réalité, je n'ai pas absolument. vu de contestation Non, il n'y a pas de définitive contestation. sur cet antécédent d'endettement. Tout à fait d'accord. Nous devons être justes et vrais. Alors maintenant, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la transparence des salaires, ce qui va changer d'ici 2026, l'égalité des rémunérations hommes-femmes. Cette deuxième partie sera traitée par Daniel dans le même sujet, avec le questionnement suivant: le droit est-il impuissant au sujet de l'égalité de rémunération femmes-hommes? Tu expliques ce que c'est, la convention, je et vais puis essayer. Daniel prend le relais. Tu vas y Je arriver. vais essayer. Tu vas y arriver très Voilà, bien. la loi sur la transparence des rémunérations. Ouais. Deux objectifs. Premièrement, inciter les entreprises à prendre des mesures en faveur de l'égalité sociale. C'est un sujet qu'on débat depuis plusieurs décennies. En plus, et deuxièmement, mettre en place une transparence salariale pour que tout le monde soit au courant des systèmes de rémunération des entreprises. Ouais. Vous pouvez être dans une grande entreprise où il y a 3 000, 4 000 personnes. Et il est intéressant, bien évidemment, que toute personne soit en mesure de comprendre comment ça se passe, parce qu'il y a diverses catégories et diverses formes de rémunération. Alors, il est considéré que ces dispositifs sont essentiels, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, notamment sur les réseaux sociaux, pour se plaindre et s'exprimer de cette absence de transparence. Et il est considéré que ces dispositifs nouveaux vont améliorer la confiance, vont améliorer l'image des employeurs, et puis vont répondre aux attentes qui C'est s'expriment. personnel. Voilà. Alors, une philosophie, c'est à travail égal, salaire égal. Ouais. C'est une disposition de la loi depuis 50 ans, mais dans la pratique, on dit que l'application reste discutable. Comment cette transparence des salaires peut-elle favoriser l'équité sociale? C'est la question qu'on pose. Pour rappel, on rappelle on a constaté que les femmes touchent 15% en moyenne moins que les hommes, ce qui n'est pas normal. Il y aura donc une directive et les entreprises devront dorénavant publier des informations sur les écarts de salaire, de façon à ce que tout le monde comprenne. Et à partir du 7 juin, c'est une disposition qui sera mise en place pour les entreprises de plus de 150 salariés. Il sera par exemple aussi interdit aux employeurs, quand ils embauchent quelqu'un, de lui dire combien tu gagnais avant. Pour ne pas aligner, bien évidemment, si vous voulez. Voilà. Alors, et puis, il sera aussi possible pour n'importe quel salarié d'avoir des explications par écrit sur les systèmes de rémunération qui sont dans les entreprises. Voilà. Et puis, pour terminer, il faut rappeler que la rémunération ne se limite pas au salaire fixe, puisqu'il y a des principes d'intéressement, il y a des principes de gratification, et qui tout ça reste négociable au niveau du droit du travail. Daniel, la question des femmes. Oui, la alors, fatalité qui pèse sur les femmes. Alors c'est vrai que la législation est intervenue parce que c'est une réalité. C'est une réalité qui correspond déjà à une conception sociale. On a pendant longtemps considéré que d'abord les femmes devaient rester au foyer, les femmes n'ont travaillé que quand la guerre faisait que les hommes étaient à la guerre et que les femmes devaient les remplacer. Mais la construction sociale et du rôle de la femme était que c'était l'homme qui devait travailler pour porter l'argent à la maison et la femme devait y rester. Donc ça tient aussi cette réalité tient aussi à cette conception.
Et donc du fait, alors il faut considérer que dans le secteur, à l'heure actuelle, dans le secteur privé, il y a 48% de femmes. Donc on est quasiment à égalité entre hommes-femmes dans le secteur privé. Et les chiffres, je voudrais revenir sur les chiffres que Christian a annoncés parce qu'en fait, il y a 3 chiffres. Il y a 22 une différence Ouais. globalement entre hommes et femmes, c'est 22. Mais cette notion-là, c'est global, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte du temps de travail. Et il s'avère que les femmes ont plus de temps de travail partiel que les hommes. Ouais. Quand on enlève la question du temps, on arrive aux chiffres que tu indiques. Mais il s'avère que les femmes travaillent dans des secteurs qui sont le moins bien rémunérés. Plus on va monter dans la hiérarchie des tâches, plus on va monter dans la sophistication et dans les hauts salaires, moins il y aura des femmes. Ce qui fait qu'en définitive, si on enlève les facteurs qui sont de diminution, on arrive à 4%, c'est-à-dire à l'heure actuelle, à qualification égale, temps égal, il y a quand même 4% de différence. C'est une réalité qui existe toujours. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais en fait, je pense que sur la question de la rémunération, on va y arriver puisqu'on constate que ça a diminué et que quand on arrive au même temps et aux mêmes fonctions, c'est à 4% pareil. Ce qu'il faut voir, c'est que les femmes sont majoritairement dans les fonctions, dans le travail qui sont les moins bien payées. C'est ça, il y a 2 points, c'est le temps partiel et le temps partiel, il est dû parce que, les femmes, c'est à 80%, c'est elles qui vont prendre les rendez-vous médicaux. C'est à 80%, c'est elles qui ne vont pas travailler lorsque les enfants seront malades et ne pourront pas aller à l'école. C'est, la question de la grossesse, et c'est elles ils sont impactées. Donc le temps partiel impacte les femmes. Et ensuite, quand on regarde, les emplois occupés, 93% par exemple des aides-soignantes sont des femmes. Dans les services à la personne, 92% sont des femmes. Donc, si on ne au lieu de enfin pas au lieu, si à côté de l'augmentation des salaires et de la lutte pour pouvoir à égalité des salaires, on se mettait à revaloriser le salaire des secteurs qui sont absolument importants pour la cohésion sociale. Parce que l'aide à la personne, les services à la personne, les aides-soignants dans les hôpitaux, ce sont des activités qui sont essentielles pour le bon fonctionnement à la fois de la santé et du bien-être de la personne. Donc en fait, il doit y avoir une vraie politique de revalorisation salariale de ces activités, accompagnée d'un effort de formation professionnelle pour accompagner les personnes, dans l'évolution sociale et professionnelle. Et c'est comme ça qu'à mon avis, on pourra plus facilement d'abord, attirer davantage une mixité sociale parce que si, on a toujours entendu ça et je ne sais pas si tu te souviens, dans notre profession d'avocat, quand on a vu, que le nombre de femmes avocates augmentait, on s'est dit: «Voilà une profession qui se paupérise». Enfin, c'est ce qui se disait au niveau national. Quand les revenus diminuent, il y a plus de femmes. Alors donc peut-être qu'il faut augmenter les revenus pour attirer plus d'hommes. C'est cet aspect-là qui, à mon avis, devrait être, valorisé pour obtenir, une progression de la rémunération des femmes. Ouais, tu as développé des aspects qui sont excessivement sophistiqués. J'espère que les gens vont comprendre. En tout cas, les décideurs, vous connaissez ma litanie, pour ceux qui vous écoutent, ce que je pense quand même, c'est qu'une femme a une capacité de patience et de sagesse terrible hein, pour accepter ces discriminations quasiment à un travail pas égal au point de vue fonction précise, quoi, mais effort, investissement, temps passé à l'entreprise pour accepter ainsi d'être discriminé, et de rentrer à la maison et puis de faire un deuxième métier, s'occuper de la famille, et puis un troisième métier, c'est celui d'épouse, quoi. Disponible, taillable et convéable. Moi, je vous dis quelque chose. J'étais dans une société, là, ça et avant, il n'y avait pas de délégué femme, hein, tu vois. Il était inconcevable, tu vois. Enfin, quand je dis ça, il y a 25, 20 ans, quoi. Ouais, Mais tous les délégués, c'était automatiquement des des hommes. hommes. Donc, nous sommes dans une société qui, heureusement, se transforme, Ouais, mais le diktat historique de l'homme est là, même dans ouais. les administrations publiques ou privées. Ouais. En tous les cas, on va rester dans le secteur glauque. Jusqu'à présent, le Code pénal français définissait le viol par la violence, la contrainte
la menace ou la surprise sans mentionner directement la question du consentement. Autrement dit, tu dis rien, tu n'es pas violé. Tu es pétrifié, tu es là, tu es agressé, on te tire derrière une clôture, une barrière, et tu te fais retrousser la jupe. Tu dis rien, mais comme tu n'as rien dit, tu as accepté. J'ai rendu des choses prosaïques pour te laisser être Oui, sophistiqué. tout à fait. On a eu l'impression que le fait d'utiliser les termes contrainte, violence était suffisant pour définir l'absence de consentement. Mais on s'est rendu compte que non, c'était pas suffisant. Et la question s'est posée au niveau européen, hein, avant de se poser en France, parce que très tôt, enfin très tôt, il y a quelques années, il y a eu une convention à Istanbul qui a introduit la notion de consentement dans la définition du viol. Et la France a ratifié, ça se passait en 2011. En 2014, la France a ratifié cette convention, mais elle ne l'a pas traduite dans sa législation. Et l'évolution des choses a fait que, à l'heure actuelle, il y a quand même 15 pays en Europe qui ont intégré la notion de consentement dans leur définition du viol. Et pourquoi nous en parlons? C'est parce qu'il y a eu une proposition de loi qui a été déposée en janvier 2025. Le Conseil d'État a donné son avis en mars 2025 et le Sénat, le 18 juin 2025, en première lecture, a adopté cette loi qui introduit la notion de consentement. Je précise que l'actualité, notamment le procès, tout le monde a en mémoire le procès de Mazan, cette femme qui était sous camisole chimique, droguée par son mari et qui était livrée à des hommes. Et il y a des hommes qui ont osé dire qu'elle était consentante puisqu'elle n'a pas réagi. Donc c'est pour cela qu'on ne parle pas de choses qui sont, c'est pas des théories de juristes, hein, c'est des réalités parce que ça a été des arguments de défense. Donc à l'heure actuelle, dans la proposition de loi, il est indiqué de façon très précise et que le consentement, sur la notion, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou rupture, quelle que soit leur nature. Et on ajoute, il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime qu'il y ait consentement. Donc ça, c'est une notion, et moi je pense que c'est une avancée. Et la question est d'autant plus importante que quand on voit les chiffres, ils font froid dans le dos parce que à l'heure actuelle, il y a plus de 86% de femmes violées qui ne portent pas plainte. Et dans les plaintes qui sont déposées, il y en a très peu qui arrivent au jugement de condamnation. Donc il y a deux nœuds. Premièrement, le nœud de la plainte et deuxièmement, le nœud de la position des magistrats, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, ce qu'il faut favoriser, c'est l'accueil des femmes parce que franchir le traumatisme que constitue un viol, appréhender le regard de l'autre, la pression sociale, la pression familiale, plus l'accueil. C'est un parcours de combattant, qui est terrible et ça, je pense qu'il faut, voir à améliorer ce parcours-là pour essayer d'avoir un peu plus de femmes qui portent plainte, réellement pour viol. Un jingle pour les questions de société, mais je crois qu'on est déjà dans les questions de société. Jingle quand même, ça va. Je crois que c'est dans les années 59 que je suis parti avec les parents en congé administratif. J'ai 1 an. Seule difficulté, c'est que ma mère n'avait plus les 40%. Mais j'ai découvert la presse, j'ai découvert les journaux, la presse quotidienne. J'ai découvert les bus à Ridel. Enfin, je peux prendre quasiment presque d'après-guerre, parce que je suis malheureusement un ancien. Et j'ai découvert un tas de choses. J'ai découvert le boucher, la mercerie, le marchand de couleurs, les quartiers. J'ai découvert la France. Et puis je suis reparti aussi un deuxième congé administratif, 1 an encore avec ma mère. Et c'était le bonheur. Et c'est ça qui faisait que les fonctionnaires étaient totalement différents du citoyen lambda. C'est-à-dire que tu étais supérieur même au fils de commerçant, même quasiment au fils de Becquet qui, lui, n'avait jamais vu la France.
Frédéric, traite-nous de l'évolution de ce congé Attendez, bonifié. je dépoussière mes notes. Oui, tu peux. Effectivement, c'est un droit statutaire qui remonte, hein, donc congé bonifié. Voilà. Ouais. C'est un dispositif que Ça s'appelait congé administratif avant. Oui, oui, Maintenant, voilà. c'est congé bonifié. Exactement. Et puis qui concerne les fonctionnaires de l'éducation nationale, les maîtres contractuels ou agréés, les agents non titulaires. Et c'est effectivement un droit qui s'inscrit dans une histoire un peu moins drôle du Bumidum, qui en 1963 a organisé la migration de milliers d'ultramarins vers l'Hexagone. Et le prix à payer de cette séparation de leurs racines, de leur famille, était le versement de ces congés bonifiés, j'allais dire modifiés, Oui. pour pouvoir être une solution palliative pour garder le lien avec leur territoire. Alors aujourd'hui, ça semble être un anachronisme, mais pourtant ça existe bel et bien. Et puis c'est de toute actualité le sujet, Gérard, puisqu'à l'initiative de Christian Baptiste, 12 parlementaires ultramarins ont très récemment publié un communiqué pour défendre le droit à ce congé. Je reprends leurs termes. Dans des régions comme l'Île-de-France, Bordeaux ou les Côtes-d'Armor, les pièces justificatives demandées varient sans fondement et dans certaines villes à forte population ultramarine, les congés bonifiés ne sont même pas budgétisés. C'est un communiqué du 9 mai 2025. Ouais. Bon. Alors, les parlementaires interpellent pour garantir l'application uniforme de ce droit, pour harmoniser réellement les démarches administratives et supprimer les demandes abusives ou redondantes, et allouer systématiquement un budget suffisant à ce dispositif. Je précise que les Corses aussi ont d'une certaine façon leur congé bonifié de 2 semaines. Nous, c'est de 2 mois, pardon. Nous, c'est 1 mois, mais avec une prise en charge financière. C'est un dispositif qui aujourd'hui, effectivement, est assez discuté, pas contesté, mais discuté. Il y a une vraie inégalité entre les fonctionnaires titulaires et les contractuels. De plus en plus de contractuels, de moins en moins de fonctionnaires. Il y a également le cloisonnement entre les fonctionnaires et le reste de la société. Du moment que nous parlons de la continuité territoriale, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. Pourquoi bénéficie-t-il de ces congés et pas moi? Puisque moi aussi, je suis éloignée par le secteur privé pour d'autres raisons, pour des raisons particulièrement de santé. Et puis, il y a les positions assez problématiques de finalement, c'est une solution palliative par rapport au Bumidum et à une histoire. Mais aujourd'hui, pourquoi encore utiliser des palliatifs quand on peut tâcher de résoudre et de remoduler le présent comme il peut l'être? Et puis, cet enfermement dans les lenteurs d'affectation, le fait de cristalliser finalement avec ces allers-retours, finalement on vous donne une solution palliative, donc vous pouvez la pérenniser. Aujourd'hui, les congés modifiés sont certes défendus, et on peut le comprendre, mais sont vus par certains comme un anachronisme dans notre société. Ouais, jingle, culture. Alors, Ina Césaire, notre copine, mon amie est partie, tu vas nous en parler. Parolière, spécialiste du conte caribéen. Notre amie à tous est partie. Tout à fait. Alors, Ina Césaire, elle est morte le 24 juin, 2 jours avant l'anniversaire de la naissance de son père. Son petit papa. Et Ina Césaire est une femme dont on ne mesure pas, je dirais, le champ d'intervention. C'est une femme qui a une formation, elle est ethnologue, et elle a été chercheure au CNRS. Et en tant qu'ethnologue, elle a eu l'occasion de sillonner les campagnes martiniquaises et guadeloupéennes pour recueillir les contes. Il faut dire que le conte n'a pas toujours eu la place qu'il occupe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on lui donne une valeur au conte. Les conteurs sont reconnus. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques dizaines d'années, c'était considéré, c'est comme le Belay, c'était considéré comme bagaille Bienègue. Donc, elle a travaillé pour pouvoir recueillir ça. Et c'est une femme qui a donc, elle a écrit des contes, elle a écrit des pièces de théâtre, elle a écrit des romans, elle a écrit des articles, elle a fait des documentaires, elle a adapté des pièces des auteurs caribéens, elle a adapté Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain haïtien,
Moi, Télumé Miracle de Schwarzbard, Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet, qui est une haïtienne. Donc, c'est une femme qui est prolixe et dont le champ d'intervention est important. Je dois souligner que ce soit au CERMAC ou à l'Atrium, il y a eu des adaptations, enfin de la programmation des mises en scène. Notamment, il y a José Exilis qui a monté, qui a mis en scène ces pièces. Et ces pièces sont régulièrement jouées et elles sont toujours d'actualité. Je pense à Mémoire d'île, par exemple, qui met en cause deux femmes de conditions sociales différentes lors d'un cyclone. Et ça nous retrace la réalité de la société martiniquaise de l'époque. Et donc, c'est quelqu'un, ce n'est pas... spontanément, on dit Ina Césaire, fille d'Aimé Césaire et fille de Suzanne Roussy-Césaire. Ina Césaire, c'est un prénom. Elle a construit son prénom. Oui. Ce qui n'empêche pas qu'elle ait eu une relation très forte avec son père et sa mère. Moi, je recommande à tous ceux qui veulent lire de lire le poème qu'elle a dédié à sa mère, qui est une merveille d'écriture, une merveille de délicatesse, une merveille de sensibilité. Et je ne voudrais pas terminer sans dire le rôle qu'elle a joué en écrivant, tu le disais, mais en développant des chansons pour des groupes célèbres et des chanteurs célèbres. Mais bien évidemment, ça, c'est le maestro Bouton qui va en parler. Oui, si tu veux. Mais très volontiers, moi je l'ai rencontré une fois chez elle, Tu veux ça qu'on m'a fait fasse un beaucoup petit plaisir. jingle et que tu rentres la musique. Azurante, comme tu veux. Jingle musique. Jingle alors. Oui, Ina Césaire a écrit quelques titres célèbres. Hein. Exil, j'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain. Ouais. C'est Ina Césaire. Ouais. La vie, c'est en bateau. C'est Ina Césaire. Elle a après la pluie, la pluie n'a qu'à tomber. C'est Tout pas Tibet vrai. qu'a babillé. Je savais pas Si ça. Paris, ça fait. Yo dis nous l'amour. Mano Césaire, compositeur, Ina Césaire, Le auteur. texte, ouais. Absolument. Des awa, oh. Ina Césaire également. Et puis, sport national, un peu moins connu, mais que je vais vous faire écouter, que je vais partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà. C'est un sport national, tout le monde aime des moules mal en béa. Quand c'est fait à Milan, yo cabalé pour dire Elle nous laissera de très belles chansons. Hein, et puis cette chanson Exil, texte de Ina Césaire. Ina Césaire. Un jour, on parlera de Roland Brival aussi, qui a déjà écrit beaucoup de chansons aussi. J'étais surpris de voir son répertoire. Pour la deuxième intervention, je vais vous parler de Néala. Voilà, on a l'image. On va parler de Roger Duroseau. Alors, c'est un accordéoniste de Nemo Jean-Baptiste. Alors, écoutez un petit peu si c'est possible. Voilà. La joie, la gaieté, ici compatriotes. C'est l'amour, c'est serré. El Chalala, il va là. Alors, vous savez, on a beaucoup aimé Nemo Jean-Baptiste à travers deux chansons, Ti Carole et Ti Claudette. Ouais. Ce sont ces deux morceaux qui ont ouvert la voie au compas direct qu'on disait. Hein, on disait compas direct en Martinique. Ouais. Mais on n'avait pas non plus noté Durosier.
cet accordéoniste-là qui avait Ouais. des solos extraordinaires Extraordinaire. et qui sont restés et qui ont marqué nos esprits. Et Voilà. qui Donc il est décédé. qui est Il avait décédé, 85 ans, il habitait à New York, il est décédé récemment. Et voilà, et on a découvert effectivement ce monsieur dont l'empreinte, à mon avis, a forgé la notoriété de Nemo Jean-Baptiste. Voilà. Donc, Absolument. j'ai tenu à lui faire un petit clin C'était d'œil. bien lui avoir. Absolument, voilà. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, Tizi bien que voler, voler dans le ciel, voler dans le bois, maman est là moins content, moi des autres moins content, nous toutes nous là nous bien, nous toutes nous là nous bien, maman est là moins content, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, dans les grands pour les anciens, nous toutes nous là nous bien, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, Tizi bien qu'à voler dans le ciel, voler dans le bois, qu'à voler qu'à chanter, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, même si la pluie tombée. Victor Treff, nous tenons à saluer sa mémoire et son apport extraordinaire dans le patrimoine musical martiniquais. Il nous a laissé, mais il vivra longtemps dans nos cœurs. Il vivra Il nous a longtemps. laissé récemment. Il nous a laissé récemment, donc c'est pour ça qu'on veut faire un clin d'œil à notre émission à Victor Treff. Ouais. Voilà. Et puis nous allons faire un clin d'œil aussi à Claudie Largène qui nous a laissé le 18 août 2001, qui a été un chanteur extraordinaire et qui avait notamment eu un succès avec une œuvre Si je n'ai pas l'amour. Là, j'ai choisi autre chose parce que Claudie avait effectivement un répertoire extrêmement large pour saluer sa mémoire. Écoutons. Solitude des pitons, pourquoi se les bambous, clairières ombreuses où soupirent les poids doux, ton ciel, sa lumière, ton air, sa légèreté, cette douceur de vivre, cette joie d'exister. C'est toi, Madinina, écaillisée au soleil. C'est toi, Madinina. Voilà, j'ai tenu à saluer sa mémoire parce que Claudie Largène, c'est un homme que j'ai connu aussi. On avait des relations très sympathiques. Oui. Je crois qu'il faut se souvenir de Ouais. tous ces gens-là, quoi, absolument. Et pour terminer, je vais vous parler de nouveau d'une initiative que Joko a mis en place, qui s'appelle les moments chantés. Et tous les vendredis, à Redoute, pendant les vacances, il y aura des moments chantés. C'est une manière de revaloriser le patrimoine, c'est une manière de partager la connaissance des chansons. Et donc, comment ça se passe? Il y a une formation musicale, et là, avec son recueil, vous voyez les gens là, comment ils chantent, avec son recueil, les gens apprennent les chansons. Il a créé un recueil. Il a créé un recueil, et avec ses musiciens, il passe un petit peu partout, il est à la disposition des gens, pour pouvoir demander, pardon. Oui, vas-y. Non, si tu permets, le recueil de Joko, je trouve qu'il est vraiment intéressant, Oui. pas Très seulement bien. du point de vue musical, mais du point de vue sociétal, parce que Très ça bien. nous permet de voir les paroles des chansons. Tout à fait. Et les paroles des chansons sont très révélatrices de ce que est une société à un moment donné. Vie. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Alors récemment, il a tenu une conférence aux archives territoriales pour la fête de la musique et c'était plein. C'est pour vous dire l'attente qu'il y a de connaître un petit peu les chansons et de participer collectivement comme ça à une expression musicale. Voilà. Donc vous voyez, les gens sont massivement mobilisés et ça recommence pendant toutes les vacances à Redoute. Tu ne sais pas où exactement Redoute. Je n'ai pas exactement l'adresse, mais bon, Enfin, en Redoute- tout cas, Redoute- vous pouvez Redoute retrouver pas, ça hein, sur le tout. numérique, sur les réseaux sociaux, sur Voilà, Facebook mais- ou autre. Mais je pense que c'est une excellente initiative. On a eu l'occasion de parler aussi de celle de Sabine, André Van Milton et Daniel René-Coy il n'y a pas longtemps. Il faisait partie du jury, si Il ma faisait mémoire- partie du jury. Oui. Mais je crois qu'il s'est engagé, parce que je me rappelle, on discutait beaucoup. J'ai dit, mais Joko, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas des gens qui prennent des initiatives, Ouais. on ne fera jamais les choses. Les choses vont s'imposer à nous. Et là, il a pris son bâton de pèlerin, il Ouais. a répertorié des chansons, il a conçu un cahier de chants qu'il vend, il a fait un disque dessus, et puis il essaie de
de Populariser. développer, de populariser. Et je pense que la population attend également ça. Ça, absolument. Une Et génération. Eh ben, si il a sillonné des Gérard, écoles si aussi. tu Oui, tout permets, à fait. ouais. sur le jury auquel il a participé, puisque tu parlais de l'initiative de Daniel Ronicorail et Sabine Andy-Bomilton, c'était pour remettre, ça a concerné mais des dizaines et des dizaines d'enfants des écoles Oui, absolument. qui ont appris et chanté Des le chansons répertoire, traditionnelles. Oui, notre répertoire. c'est Et ça. donc c'est comme ça qu'on peut faire vivre Tout à fait, notre patrimoine. tout à fait. C'est quand les enfants Oui, se l'approprient. absolument. Chanter de- Un petit peu de musique. Donc maintenant. voilà. Donc voilà, depuis l'an dernier, Joko, il est accompagné de Céline Ferréa, qui t'ont parlé de José Lancry également au piano, et il se mobilise quoi, pour pouvoir étendre un petit peu ces échanges. Quoi. Et, Donc, Vous savez qu'on aurait continué encore avec vous, on aurait continué avec Christian Surtout, sa musique finale qui donne toujours une note positive, optimiste sur... D'ailleurs, on va appeler cette télévision Zitata Positif, si vous voulez bien. Hein. moi, je suis pour. Moi, j'ai rien inventé, c'est Emmanuel qui a eu cette idée, donc je n'aime pas beaucoup voler flagramment devant les gens leurs idées. Alors, donc, une clientèle, c'est-à-dire des téléspectateurs positifs, une équipe positive, une direction positive. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.